aimer sans se blesser, et si la compassion était la clé pour une relation de couple épanouie. C'est le sujet de ce 70e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'empathie. C'est un puissant mécanisme qui nous fait ressentir, parfois jusqu'à la douleur, ce que vit l'autre. La compassion, quant à elle, elle va un petit peu plus loin. Non seulement elle dit « je vois ta souffrance », mais je fais naître en moi un désir actif de te soutenir, tout en gardant une certaine distance émotionnelle pour pas me noyer avec toi, pour pas plonger dans ta souffrance. Et c'est ça qui est important, c'est déjà de bien comprendre cette différence entre empathie et compassion. Alors, bien évidemment, pour que la compassion soit authentique, il va y avoir 3 ingrédients totalement indispensables. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que l'autre vit cette souffrance. C'est-à-dire qu'on la voit, mais surtout, on ne la juge pas. Le deuxième ingrédient, c'est vouloir réconforter l'autre. C'est-à-dire avoir l'élan intérieur de poser un mot, un geste, une présence. Attention, réconforter ne veut pas dire « je te donne ma solution ». Et puis, le troisième ingrédient, c'est d'avoir une distance émotionnelle où on se protège, c'est-à-dire où vraiment on reste dans l'écoute sans adopter la souffrance comme étant la mienne. Et en fait, cette troisième dimension est vraiment importante parce que c'est celle qui va nous permettre d'éviter l'épuisement émotionnel tout en maintenant un soutien durable. Si vous êtes plus ou moins hypersensible, si vous avez déjà entendu parler de ça, vous pouvez regarder vraiment d'anciens épisodes où j'en parle. On a tendance un petit peu à tout mélanger. C'est-à-dire que je peux vraiment être touchée par la souffrance de l'autre, mais je peux juste, ok, ça reste la souffrance de l'autre et je n'ai pas besoin de plonger avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire à partir du moment où on va aller voir les émotions, les accueillir, comprendre tout ce qui s'ensuit, y compris dans la relation de couple et dans la relation à soi-même. Du coup, imaginez un petit peu, votre partenaire qui rentre, on va l'appeler Paul par exemple, il est fatigué, vraiment crevé. Et puis, sa femme, Claire, qui l'accueille en larmes, qui lui partage sa fatigue. Et en fait, elle finit elle-même épuisée avec la fatigue de Paul. Dans la compassion, elle va faire quoi? Même si elle vit tout ce qu'elle est en train de vivre, elle va percevoir la tension qu'il y a chez son mari, Paul. Elle va prendre une grande inspiration et elle va lui mettre peut-être des mots, proposer des mots. Ah, je vois comment là, t'es tendu, t'es fatigué, je suis à l'écoute, si t'as besoin de vider ton sac. Et je te propose même un moment de calme. En fait, dans ce cas-là, Claire va juste rester sereine, présente, disponible, sans sombrer encore plus dans ce que va apporter son conjoint. Et ça, c'est très important dans la relation de couple. Maintenant que vous avez bien compris la différence entre compassion et surtout ce qu'elle n'est pas,
Pourquoi c'est important de la vivre à deux dans la relation de couple? Peut-être que vous connaissez déjà l'autocompassion. Alors, si vous ne la connaissez pas, eh bien, allez-y, allez voir ce qu'il se passe. En fait, l'autocompassion, c'est quoi? C'est ce mouvement intérieur qui va vous inviter à prendre soin de vous-même lorsque vous traversez des épreuves, des émotions, des sentiments. Et pourtant, lorsqu'on l'applique déjà seul dans le couple, elle peut avoir des effets positifs. Bien évidemment, vous risquez aussi de porter seul ce poids émotionnel des difficultés communes. Imaginez-vous, vous rentrez d'une journée vraiment très très compliquée et à force de toujours tout vous rassurer seul, eh bien vous allez tourner en rond avec vos inquiétudes et en fait vous n'allez pas vous alléger. Par contre, si en effet votre partenaire va percevoir cette tension, va apporter de la compassion, bien évidemment que ce fardeau que vous portez seul, eh bien vous allez pouvoir le déposer avec l'autre et voir comment vous allez le faire à deux, l'utiliser, le diminuer. Et c'est important que l'autre puisse accueillir ça et c'est alléger la charge émotionnelle. Attention, on va bien continuer à mettre de la nuance dans tout ça. Il est important de ne pas attendre que l'autre suppose non plus votre état émotionnel. J'en parle assez souvent, c'est important. Et donc du coup, quand cette charge, en fait, quand cette compassion devient une démarche à deux, et donc c'est vrai que c'est important que vous puissiez en parler à un moment donné dans votre couple si ça n'est pas présent, eh bien en fait ça va créer ce qu'on appelle une alliance émotionnelle. C'est-à-dire, à deux, on va former une équipe face aux défis. Et il y a vraiment des études en neurosciences sociales qui montrent que cultiver cette compassion va activer des circuits cérébraux qui sont associés aux soins, à l'affiliation. Ça va générer des sentiments positifs, même face à la détresse de l'autre. Et en fait, cette mise en commun du soutien émotionnel, souvent ce que va rechercher beaucoup plus d'ailleurs les femmes que les hommes, mais en fait, quand on a ce sentiment de soutien émotionnel, bien évidemment que ça va agir comme un peu un amortisseur de stress. C'est-à-dire qu'au lieu à nouveau de ruminer seul, on va en partager ses pensées et du coup, on va bénéficier de la présence de l'autre. Et du coup, ça va vraiment diminuer spontanément l'intensité des émotions difficiles à vivre. Et donc, si vous avez quelqu'un en face qui n'est pas très doué dans cette démarche de compassion, eh bien, il y a un moment donné, vous avez le droit aussi de lui apprendre. Dans cette compassion à deux, il faut bien comprendre aussi, c'est que ça se joue aussi dans le non-verbal. C'est-à-dire que c'est des fois l'autre, quand il n'est pas capable de poser des mots, d'être dans ce retour verbal, eh bien, il peut poser un regard. Il peut aussi être juste à l'écoute. Le silence aussi, c'est vraiment une preuve qu'il y a ce travail à deux. Cet engagement vraiment de travail sur l'accueil de la compassion. Et en fait, cet espace-là, quand il est créé, ça va vraiment instaurer un sentiment de sécurité. Et du coup, l'autre va se dire « Ah ok, je suis pas totalement seule. » Il y a une posture d'accueil et d'ouverture. Et ça fait déjà un sacré job pour ceux qui penseraient qu'ils ne sont pas très doués avec la formulation verbale. Et donc, du coup, imaginez-vous un petit peu lorsque l'un des partenaires, par exemple, a un résultat médical qui est inquiétant, eh bien, s'il n'y a pas cette alliance compassionnelle dans le couple, la personne qui reçoit ça pourrait se refermer, pourrait aussi craindre d'inquiéter encore plus l'autre. Et du coup, ça, c'est vraiment vécu comme une angoisse un peu solitaire. Lorsqu'on a cet espace où on sait que, ok, je peux déposer et l'autre va pas le prendre, va pas en faire tout un drama, je vais même m'appeler ça un drama, et du coup, bien évidemment que je vais pouvoir en parler. Parce que du coup, même quand il y a cette tension qui sera là,
lorsqu'il y a cette fragilité, eh bien la présence de l'autre, va permettre d'apaiser déjà cette nouvelle, de réduire aussi la rumination. Et ça, c'est hyper important, surtout dans des périodes de stress pour le couple ou l'autre. Et donc, ce que je vais vous inviter, c'est vraiment d'observer déjà comment ça se passe dans votre couple. Est-ce qu'il y a ce genre de dynamique? S'il n'y a pas, il y a tout à faire. Peut-être par un accompagnement, peut-être par une démarche de faire déjà écouter des épisodes, de communication. Il y a tout à faire. Et c'est ça qui est aussi important de comprendre. Alors, à quoi ça sert d'être dans ce travail vraiment de compassion à deux? Comme je l'expliquais déjà, le premier effet vraiment d'avoir un travail de compassion partagé, c'est l'installation aussi de ce fameux climat de confiance, de sécurité émotionnelle. Parce qu'en fait, quand chaque partenaire sent que l'autre va l'accueillir sans jugement, on n'en parle pas assez, on est dans une période, dans une vie où il y a beaucoup trop de jugement. Mais accueillir son partenaire sans jugement, alors on va pouvoir exprimer ses pensées, exprimer ses peurs les plus profondes. Ce qui fait que je serai aussi beaucoup plus en confiance avec l'autre. Sur un plan biologique, il faut savoir que cette perception de ce soutien mutuel va se traduire par une régulation du stress. C'est vraiment important parce qu'il y a des chercheurs qui ont observé que des couples plus âgés où dans certains jours, chacun venait avec des émotions bénéfiques, on va appeler ça comme ça, j'aime pas le mot positif, mais en tout cas, pas difficile à vivre, et ben leur niveau de cortisol, l'hormone du stress, était significativement plus bas. Et donc, même si moi je viens avec tout mon monde compliqué, de peur, de stress, et qu'en face, j'ai une présence compatissante, en fait, ça va vraiment m'aider aussi à réguler mes hormones de stress. Et c'est pour ça que c'est important, de part et d'autre, aussi à reprendre vraiment la responsabilité de où j'en suis par rapport à mon état intérieur. Et l'autre peut venir comme un amortisseur face à toutes ces tensions. Et attention aussi, point de vigilance très important, l'autre ne doit pas être tout le temps un amortisseur. Reprenons bien aussi notre pleine responsabilité par rapport à ça. Un autre bénéfice que ça va créer dans la relation de couple, en fait, ça va vraiment réduire significativement les malentendus. Parce qu'en fait, dans les conflits, on est vraiment souvent prisonnier de nos interprétations. Il va y avoir un mot qui va être mal formulé et du coup, ça va devenir une attaque. Le silence va devenir un reproche. Quand on est dans la compassion, notre filtre va changer. On va surtout chercher à comprendre l'émotion de l'autre plutôt que d'y répondre mécaniquement. Et des études en neurosciences sociales aussi vraiment montrent que la compassion va activer des zones cérébrales liées à la prise de recul, de perspective, mais aussi à la résolution de conflits. Et en fait, qu'est-ce que ça va créer? Ça va favoriser l'écoute active, même dans des situations beaucoup plus tendues. Ça veut dire que spontanément, on va se questionner, moins sur le pourquoi plutôt que sur ce qu'il se passe réellement. Le pourquoi est toujours hostile. Par contre, le ressenti sous-jacent permet vraiment cette prise de recul. Un autre bénéfice, c'est la vulnérabilité. Alors ça, vous pouvez remonter dans certains épisodes de podcast ou dans certaines vidéos. J'en ai beaucoup parlé de cette vulnérabilité qui va devenir un atout. Ce n'est pas risqué que d'être vulnérable dans sa relation de couple. Dans beaucoup de couples, je le rappelle, montrer ses fragilités, c'est très culturel et perçu comme s'exposer à la critique, à être rejeté. Mais lorsqu'on est dans cette bulle de compassion partagée, vraiment chacun va se sentir autorisé à dévoiler ses émotions, sans craindre la moquerie ou la fuite. Et cette permission,
tacite, va naître de l'expérience répétée. À chaque fois qu'on est écouté avec bienveillance, on engrange une preuve supplémentaire que la relation est un lieu sûr. La réciproque inverse est également vraie. Plus vous installez un climat où vous n'écoutez pas l'autre avec bienveillance, plus vous allez engendrer une preuve que l'autre ne peut pas vous faire confiance ou être en sécurité avec vous. La compassion mutuelle, du coup, va aussi renforcer cette intimité émotionnelle. J'en parle beaucoup dans la façon de développer votre complicité, l'intimité émotionnelle. Et en effet, en étant dans vraiment ce moment où on est vulnérable, en fait, on va créer une co-expérience affective. Et c'est pas uniquement la somme de deux individus, c'est vraiment un nouvel espace émotionnel commun. Et des recherches ont été faites aussi sur les effets de la bienveillance, les actes de gentillesse. Ça montre aussi, les recherches en tout cas ont montré que ça augmente la production d'ocytocine, l'hormone du lien, qui va donc favoriser la proximité et le sentiment d'être en sécurité avec l'autre. Tout ça, ça fait des vrais cocktails neurochimiques, hein, et du coup, ça va aussi participer à l'impression d'être unis dans le couple, dans des projets communs. Et bien évidemment, finalement, ça va au-delà des simples échanges verbaux. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai souvent de déménagement où Claire et Julien, ils sont en pleine préparation de ce déménagement. Un déménagement, c'est l'un des 3 événements les plus stressants dans la vie personnelle. Les cartons à faire, les contraintes professionnelles, on va même pas rajouter s'il y a des enfants, la logistique à gérer. Et en fait, plus on se laisse monter par l'irritation, les bruits, la place, le classement venant de chacun de ces mondes intérieurs, si on parle déjà de fatigue intérieure, donc par exemple Claire qui pourrait être angoissée face à l'inconnu, face au changement, et puis Julien qui va percevoir vraiment la lassitude ou ne plus en voir le bout en fait. Mais en fait, il n'y a pas besoin de trouver des solutions à ça, c'est déjà de laisser la place à ce que l'un et l'autre vivent ça sans juger. Eh bien, c'est être à côté, peut-être porter un carton, être un regard de soutien. Et bien, ça va devenir un simple exemple de réconfort suffisant. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu d'avoir 2 personnes stressées, on va avoir 2 personnes qui vivent l'épreuve ensemble, avec leurs forces et leurs faiblesses. Il y a quelque chose qui se joue aussi et qui empêche la compassion, c'est le fameux triangle dramatique de Karpman. Dans le conflit, il faut comprendre qu'il y a cette dynamique du triangle de Karpman qui a été élaborée par Stephen Karpman, où on a 3 rôles. De façon souvent alternative, on va prendre l'un ou l'autre rôle, ou alors il y en a certains qui vont rester dans un rôle. Il y a 3 rôles. Le persécuteur, lui, il va pointer du doigt les fautes de l'autre, qui va créer de la culpabilité et du ressentiment. La victime, qui elle va se replier sur sa souffrance, qui va se sentir impuissante, incomprise, et qui va alimenter le fait d'être isolée. Et le sauveur, qui va intervenir souvent à contretemps, c'est-à-dire pas au moment adéquat, pour aider, pour réparer, sans que la demande n'ait été clairement exprimée. Et ça va renforcer la dépendance émotionnelle. Dans ces rôles, chacun passe d'un rôle à l'autre selon l'évolution de la tension, de la situation. La victime peut vraiment passer dans ce rôle de persécuteur, le sauveur en victime, et ainsi de suite dans une spirale qui va enfermer le couple dans des schémas répétitifs et bloquants. Ce mécanisme, souvent, se nourrit de réactions impulsives, d'interprétations hâtives. On va attaquer pour se protéger. On se victimise pour susciter la compassion. Ou on sauve pour calmer la crise, mais sans vraiment écouter les besoins de l'autre. Et le résultat de ça, c'est que le conflit va s'enliser plutôt que d'être résolu. En fait, la compassion, pourquoi je parle de ça? Parce que la compassion va vraiment
agir comme un désamorceur. On ne va pas changer le comportement de l'autre. On va juste reconnaître la souffrance sous-jacente. C'est tout. Plutôt que d'attaquer persécuteur, de se lamenter victime ou de vouloir à tout prix réparer sauveur, on va se poser, on va cultiver cette compassion, on va observer la montée de la tension, les nommer intérieurement, extérieurement et juste être présent l'un pour l'autre. Et sur le plan de nouveau scientifique, des études montrent que la compassion active des régions cérébrales de régulation émotionnelle. Et ça va diminuer l'amygdale, elle, qui souvent est impulsive. Et donc du coup, on va être dans une relation où le stress entre vous deux va vraiment s'apaiser. Et du coup, à nouveau, quand la compassion est partagée, le conflit va cesser d'être un jeu d'arguments. En fait, ça va devenir juste un espace où, ok, voilà l'émotion que je vis. Et en fait, on n'attend pas de l'autre des solutions immédiates. On ne va pas lui demander de changer impérativement maintenant de comportement. On va observer la tension, on va l'accueillir et on va rester surtout engagé dans de l'écoute. Ce simple basculement de posture peut faire passer la conversation de la défense des positions à la co-exploration de ce qui fait mal, finalement, derrière. Et donc, du coup, pareil, c'est un sujet que vous allez pouvoir avoir sur l'éducation des enfants. Quand l'un se sent jugé par sa rigueur et va s'emporter, l'autre va se crisper parce qu'il ne se sent pas reconnu. Voilà, là-dedans, on peut rentrer très vite dans ce triangle dramatique victime, persécuteur, sauveur. Quand on est dans la compassion, qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer les montées de tension, la crispation, on va mettre des mots, demander si on peut en parler, proposer un espace. On ne va pas intervenir, on va accueillir déjà intérieurement chacun ce qu'il se passe et on va créer un accueil pour l'autre. C'est ça en fait la compassion qui va pouvoir vous permettre de désamorcer des conflits, qui va vous permettre de transformer les échanges, apaiser les tensions. Et ça, c'est le plus important. Donc, 4 grands enseignements à retenir aujourd'hui avec la compassion. La compassion, ce n'est pas de l'empathie. La compassion partagée va transcender l'effort individuel. Ça va devenir quelque chose qu'on porte à deux, une véritable alliance émotionnelle, avec des hauts et des bas, bien évidemment. Il va y avoir des bénéfices relationnels, plus de confiance, moins de malentendus, la permission aussi vraiment d'exprimer sa vulnérabilité. Dans les conflits, la compassion va désamorcer ce fameux triangle dramatique de Cartman en invitant d'abord à reconnaître la détresse avant toute réaction impulsive. La compassion, finalement, c'est pas une technique à appliquer, c'est un vrai état d'esprit. Et on peut le cultiver ensemble. Bien évidemment, peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez me contacter. On en parlera lors d'un appel pour voir quel est le meilleur accompagnement pour vous aider à développer cette compassion, seul ou à deux. Et donc, avant de nous retrouver pour un prochain épisode, pour une prochaine vidéo, prenez un petit instant. Quel est le moment récent de votre vie de couple qui aurait gagné à être vécu dans cet esprit de compassion partagée? Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On se retrouve très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomec.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!